Paul-Marcel Nardi. Alors vous êtes donc le chef de chœur, dit-on, hein, le chef de chœur du groupe Aliénor, un groupe exclusivement féminin. Et je vais vous poser pour commencer deux questions. Premièrement, quel est l'âge de ce groupe? Et deuxièmement, pourquoi est-il exclusivement féminin? Y a-t-il une raison? Le groupe a 11 ans d'âge. Il est né dans la région de Bordeaux, il y a donc 11 ans. Et il est exclusivement féminin à cause de mon impatience. Parce qu'au début, le groupe était mixte, mais les hommes étaient plus irréguliers que les dames. Et au bout d'un an et demi d'activité, il se trouve que les répétitions se faisaient avec les hommes qui étaient là, pas là, une fois oui, une fois non. Donc j'ai décidé de tenter l'aventure du chœur féminin et ça a été beaucoup plus vite. Très bien. Donc vous ne faites pas tellement confiance aux hommes, si je comprends bien. Deuxièmement, je voudrais vous poser une autre question, puisque au départ, vous enseignez à Bergerac jusqu'à la suppression malheureuse de l'option lourde musicale et vous avez dû émigrer sur Paris. Alors comment faites-vous pour pouvoir faire des répétitions avec ce groupe qui en plus est scindé en deux, puisqu'il y en a une partie bordelaise et une partie bergeracoise? Cela tient à la particularité de fonctionnement d'Aliénor. Nous travaillons un week-end par mois en chœur entier. Effectivement, le fait que les deux groupes soient scindés, que le groupe soit scindé en deux parties, une partie à Bergerac et une partie sur la région de Bordeaux, fait que ça facilite un petit peu les répétitions intermédiaires. Les groupes travaillent chacun de leur côté entre les répétitions où tout le monde se retrouve avec moi, un samedi entier par mois. Donc en habitant Paris et en travaillant à Paris, cela reste possible. Très bien. Et alors je voulais vous demander aussi si vous avez des œuvres que vous privilégiez ou si c'est le hasard qui fait que je vais choisir ça cette année, ou parce que votre répertoire, d'après ce que je constate, change tous les ans. Alors ce n'est pas le hasard, bien sûr. Moi j'aime qu'un groupe ait un répertoire très varié. J'aime que les chanteuses, les chanteurs en général explorent du répertoire le plus varié possible. Plus un chanteur est capable d'interpréter des œuvres de styles différents ou d'allures différentes ou d'époques différentes, et meilleur artiste il sera. Donc Aliénor explore des répertoires tout à fait différents. Selon les années, nous avons du répertoire avec piano uniquement et avec des œuvres très variées qui peuvent aller du Moyen-Âge au jazz, ou de temps en temps, tous les 3 ou 4 ans, nous avons une œuvre complète ou des œuvres qui correspondent à un style particulier, ou le style baroque, ou cette année, le Requiem de Mozart au féminin, couplé avec une pièce de Vivaldi, que nous faisons avec des solistes et un orchestre. Là, c'est un autre type de projet. D'accord. Et alors vous dites un répertoire féminin alors que ce sont des œuvres avec des voix d'hommes. Alors comment procédez-vous pour pouvoir modifier tout cela? C'est une question d'écriture, de patience, d'abord de choix. Il ne faut pas se tromper lorsque l'on écrit des transcriptions pour chœur féminin. Il faut bien savoir mettre les voix dans de bonnes conditions pour interpréter. Mais c'est intéressant de ne priver Aliénor pratiquement ou presque, dans la mesure du possible, d'aucun répertoire intéressant. Donc on tente, on fait des essais, et on a fait ce qu'on a fait avec le Requiem de Mozart, avec l'écriture de 2 ou 3 chœurs au début, et ça a très bien fonctionné, on l'a testé en public, et c'est un exemple effectivement qui est intéressant, puisque l'œuvre est très connue, les gens sont habitués à entendre des voix d'hommes dans une pièce comme ça. Mais les premiers spectateurs des chœurs du Requiem de Mozart version féminine ont été enthousiasmés, et nous avons conclu l'aventure jusqu'à son terme. D'accord. Et alors, pouvez-vous nous dire où vous faites vos représentations? Parce qu'on peut penser Bergerac comme aujourd'hui, Bordeaux parce que c'est à portée de fusil, mais vous allez plus loin, je pense.
Alors, nous donnons effectivement d'abord des représentations dans la région Aquitaine, dans la région de Bergerac. Nous sommes vraiment dans notre fief ici, dans le temple de Bergerac, mais également dans la région de Bordeaux. Et lorsque cela est possible, avec des budgets qui sont montés en amont, nous essayons d'aller chanter à Paris. C'est pour la seconde fois cette année. Nous sommes allés en Italie, nous sommes allés dans la région de Toulouse, nous sommes allés en Corse. Donc je trouve que ça fait partie intégrante d'un projet, d'un chœur comme le nôtre. C'est la vie d'un chœur de pouvoir avoir des projets comme cela et de vivre des moments très intenses en allant chanter ailleurs. Et avez-vous déjà pensé aux œuvres que vous allez préparer pour l'année prochaine? Oui, j'y ai pensé, mais c'est un secret. C'est un secret. On ne présente plus le Requiem de Mozart, une des œuvres les plus connues et appréciées de la musique classique. Nous vous proposons une petite lecture commentée de 2 extraits et de tenter ainsi de comprendre un peu ce qui en fait l'originalité, la richesse symbolique et expressive. Nous commencerons par l'Introitus, le début du Requiem, qui sera suivi donc du Kyrie eleison. Écoutons 2 exemples de mélodies célèbres écrites par Mozart quelques années avant le Requiem. Ce sont des mélodies que vous avez tous dans l'oreille. Par exemple, celle qui débute La petite musique de nuit, écrite 4 années avant la mort de Mozart, avant le Requiem. Arnaud va vous jouer ce thème. Nous allons le réécouter en comprenant cette idée de carrure. Avec moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a entendu le même nombre de notes, une forme en arche, première partie ascendante, deuxième partie descendante, une symétrie parfaite. En fait, on écoute ce thème une fois et on le retient. C'est très confortable et très facile à retenir. Écoutons un deuxième extrait, une sonate pour piano écrite l'année suivante, donc 3 ans avant la mort de Mozart, une sonate en Do majeur numéro 16, que tout le monde doit aussi avoir dans l'oreille. Maestro. Si on compte les 2 carrures, c'est très facile, allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 phrases équilibrées, symétriques, très faciles à écouter. Voilà les canons de l'écriture viennoise. Le thème du Requiem, lui, présente d'étranges irrégularités des longueurs de notes. Nous allons écouter l'introduction du piano. Je vais vous faire repérer en temps réel les mélodies qui vont se superposer, la mélodie qui sera chantée par le chœur dans 1 minute, la mélodie principale du Requiem. La première entrée se fait sur 3 notes, la deuxième sur 5, la troisième sur 1 note, et la 4e entrée sur 5 notes. Vous allez entendre cela. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. 1, on coupe la parole. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est étrange à la fin du XVIIIe siècle à Vienne. C'est tout à fait nouveau et Mozart prend cette liberté-là. Le chœur fait entendre à son tour ce thème avec plus de régularité dans sa présentation polyphonique, mais sans qu'aucune voix ne puisse le faire entendre en entier avant l'entrée de la voix suivante. Mozart brouille ainsi l'écoute polyphonique en formant des entrelacs mystérieux entre les 4 voix. Voilà qui a de quoi déstabiliser fortement l'auditeur du XVIIIe siècle. Les premiers mots qui seront entendus clairement chantés par les 4 pupitres en même temps sont Domine, puis Et lux perpetua. Ainsi, sur le plan symbolique, après la perte des repères devant la mort, Requiem aeternam, le repos éternel, le croyant se tourne vers ce Créateur, Domine, et formule clairement l'objet de sa demande, Et lux perpetua, la lumière éternelle. Voici le début de la partie chantée.
Voilà pour ce départ. Dans la section centrale de l'Introitus, que nous chanterons intégralement dans une minute, il y a des débats, Mozart ajoute une nouvelle mélodie qui sera utilisée à plusieurs reprises dans le Requiem pour symboliser la bonté divine. Et la forme mélodique descendante de cette douce et jolie mélodie suggérant même le geste divin se dirigeant vers la terre. Écoutons cette mélodie jouée au piano. Écoutons maintenant comment cette mélodie va venir enrichir le thème du Requiem, du début, lors de sa reprise. Donc, mesure 32. Deux mélodies s'agencent. Voici un début d'œuvre de musique religieuse qui ne correspond plus aux usages classiques viennois. C'est l'œuvre d'un compositeur libre qui se soucie d'abord de sa propre inspiration, de ses émotions, pour traduire en musique les mots du texte de la liturgie de la messe des morts. L'enchaînement avec le Kyrie eleison est lui aussi plutôt surprenant pour l'époque, puisque Mozart écrit une fugue magnifique et virtuose. Mais la fugue est un retour au style baroque, qui était justement axé vers la recherche de l'expression et de l'émotion avant tout. Le principe d'une fugue est de faire entendre un thème principal en imitation par toutes les voix. Ce thème étant très souvent complété par une deuxième mélodie à l'allure différente. Ici, le premier thème est en notes longues. Il commence par des intervalles disjoints, puis progresse par paliers vers l'aigu, comme une marche pleine d'espoir et d'assurance. Voici ce thème chanté par les deux pupitres d'alto. Voilà. Et la mélodie complémentaire est, elle, en notes courtes, conjointes, et dégage une atmosphère plus légère, plus volubile. Ce sont les sopranes 2 qui vont vous l'interpréter sur l'entrée du piano. Voici maintenant comment les deux mélodies sont imbriquées l'une dans l'autre, l'une avec l'autre. Rappelons l'origine grecque du mot eleison, eleos, huile d'olive, dont on se servait comme un baume apaisant. Le texte Kyrie eleison est bien axé sur la bonté, l'amour infini de Dieu, sa capacité à nous comprendre et nous consoler. C'est bien ainsi que Mozart traduit ce texte en musique. Loin de la peur de la puissance divine, qui sera illustré plus loin bien sûr, c'est vers l'espoir de recevoir les bienfaits de sa bonté qui nous dirige avec cette fugue extraordinaire.
et sans doute une des plus belles pages aussi de l'histoire de la musique, Lacrimosa. Il n'a pu en écrire que les 8 premières mesures, juste avant de mourir. Inestimable cadeau. C'est son élève Franz Sussmayer qui terminera la pièce.